Bonjour Caroline. Bonjour. Vous recevez ce matin Valérie Pécresse. Oui, alors Valérie Pécresse, elle publie un livre où elle se dévoile et elle prépare, elle aussi, comme présidente de la région Île-de-France, le mur du 5 décembre avec une mobilisation qui s'annonce très suivie dans les transports. Bonjour Valérie Pécresse. Nous allons parler de votre livre, du mouvement de grève qui s'annonce, je le disais, très suivi. Mais d'abord un mot sur une autre mobilisation. Des milliers de personnes ont manifesté samedi contre les violences faites aux femmes. Le Premier ministre doit annoncer aujourd'hui une quarantaine de mesures en clôture du Grenelle des violences conjugales. L'indifférence, au moins, ça c'est derrière nous? Oui, et je crois que cette grande cause doit nous rassembler tous, par-delà tous les clivages partisans. Et je suis très fière de voir que la région Île-de-France est en pointe sur ce combat. Marlène Schiappa l'a reconnu elle-même. 200 logements pour les femmes victimes de violences chaque année débloqués par la région. Et le téléphone grand danger généralisé dans tous les départements d'Île-de-France. C'était fait avant le Grenelle. Mais maintenant, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et j'ai proposé au gouvernement que la région forme 3500 policiers pour le recueil des plaintes. Parce que vous le savez, le drame de ces violences conjugales, c'est quand les femmes vont porter plainte et qu'on ne les prend pas au sérieux, c'est le rôle de la qu'on ne région les traite pas. La région a un bras armé qui s'appelle le Centre Hubertine Auclair, qui est très en pointe sur l'égalité femmes-hommes, qui a fait, par exemple, la première campagne nationale contre le cybersexisme. C'était la région qui l'a fait et c'est Najat Vallaud-Belkacem qui l'avait généralisé dans toute la France. Parmi les mesures qui seront sans doute annoncées, le fait de s'affranchir du secret médical pour signaler les violences et accompagner les victimes. Est-ce que vous pensez que ça peut être contre-productif ? Oui, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement dans cette mesure parce que la confiance qu'il y a entre les femmes et leurs médecins ne doit pas être atteinte. Il faut que les femmes puissent continuer à parler librement à leurs médecins sans se dire que le secret médical qu'elles dévoilent devant lui va être révélé. En revanche, s'il y a un danger gravissime pour leur vie, je crois qu'on ne peut pas faire grief aux médecins de violer ce secret médical. Donc je pense qu'il faut voir les cas vraiment d'extrême urgence et laisser les médecins apprécier en conscience. Et je leur fais confiance. Là aussi, parmi les mesures qui seront sans doute annoncées, le fait que la justice considère qu'un père violent ne peut pas être un bon père. Donc avec suspension de l'autorité parentale, c'était demandé par les associations. Là, vous considérez que c'est un pas en avant majeur ? J'ai déposé une proposition de loi il y a 5 ans, figurez-vous, quand j'étais députée, pour demander qu'on ne puisse pas forcer une garde alternée pour un enfant lorsque son père était violent contre la volonté de la mère. Et cette proposition de loi avait été rejetée par le gouvernement de François Hollande à l'époque, en me disant qu'on pouvait être un mari violent et un bon père. Je crois, comme vous, que c'est une violence supplémentaire qu'on fait courir aux femmes que de leur imposer la résidence alternée avec un mari violent. Vous reconnaissez au gouvernement une vraie volonté politique de faire bouger les lignes sur ce sujet-là en particulier ? Je reconnais à Marlène Schiappa un vrai engagement sur le sujet. Je n'ai qu'un seul regret, c'est que j'aurais aimé que le féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, soit reconnu par la loi, parce que malheureusement, trop de meurtres arrivent, parce que les femmes sont finalement en situation d'infériorité, c'est la loi du plus fort qui prévaut, et j'aurais aimé que cette circonstance singulière du féminicide soit reconnue dans le droit pénal. Alors les femmes, vous en parlez dans votre livre, et cela change à tout, publié chez Robert Laffont. Vous parlez de vous en particulier, de votre place de femme politique dans un environnement, on va dire, assez macho. Et vous racontez quelques anecdotes absolument incroyables, notamment ce jour où le patron de Google, le patron de Coca, pensait que vous étiez la femme d'Édouard Philippe. C'est-à-dire que c'était inconcevable pour eux que vous soyez une femme avec des responsabilités. Oui, c'était au forum Choose France de Versailles, qui était organisé par Emmanuel Macron avec tous les plus grands patrons de la planète. Et j'étais en face d'Édouard Philippe, en tant que présidente de la région qui accueillait. Et effectivement, le patron de Google, le patron de Coca-Cola me parle de mes enfants. Et alors je me dis, mais pourquoi donc me parle-t-il de nos enfants ? Et je comprends qu'en fait, ils m'ont pris pour la femme d'Édouard Philippe. Alors j'étais obligée de dissiper le malentendu. Ça vous fait sourire ce matin, mais ça vous a mis parfois en colère. Bien sûr, parce qu'en réalité, c'est un système, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Mais vous savez, moi je raconte aussi dans le livre que je ne fais de la politique que parce qu'on m'a refusé 3 emplois quand j'étais enceinte. Et que donc, du coup, j'étais obligée de rester dans mes fonctions au Conseil d'État et que c'est, du coup, pour cela que je me suis tournée vers la politique. Mais vous trouvez que les choses bougent plutôt dans le bon sens ? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience après MeToo, mais néanmoins, je trouve que les choses n'avancent pas suffisamment vite, et je le dis notamment en matière politique, mais aussi dans le monde professionnel. C'est pour ça que je plaide pour un congé de paternité obligatoire qui remettrait les compteurs à zéro et à égalité entre femmes et hommes.
Pas de la même durée, bien sûr, mais obligatoire néanmoins. On en vient au 5 décembre. Bruno Retailleau veut déposer une proposition de loi avant le 5 décembre pour réquisitionner du personnel de transport public, de personnel gréviste, en disant comme ça, on le fait pour les urgences chez les pompiers. Là, pour le coup, ce serait une façon de contourner l'obstacle et la mobilisation du 5 décembre. Est-ce que c'est une option crédible ? Vous savez, le problème qu'il y a aujourd'hui dans les transports, c'est que on peut prendre en otage tout un pays, on peut bloquer tout un pays. Et moi, j'ai déposé plusieurs propositions de loi sur cette question du service minimum. Aujourd'hui, la RATP et la SNCF ont vis-à-vis de moi, autorité organisatrice des transports dans ma région, une obligation de service minimum. Mais elle est que contractuelle. C'est-à-dire que s'ils ne la font pas, eh ben, c'est pas légal. Donc, il n'y a pas de loi, ils n'ont pas de moyens de coercition pour pouvoir obtenir que ce service minimum soit fait. Donc, moi, ce que j'ai proposé, d'abord, c'est que si le service minimum n'est pas fait, on rembourse les voyageurs automatiquement. Et j'ai dit ça vaudra pour le 5. J'ai demandé à la RATP et à la SNCF qu'on rembourse systématiquement si le service minimum n'est pas fait. Mais bien évidemment, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Les Français ne supportent plus que ces conflits viennent les prendre vraiment comme des victimes. Donc ce que je propose effectivement, depuis des années d'ailleurs, c'est qu'il y ait un service garanti aux heures de pointe qui soit inscrit dans la loi. Ça veut dire qu'on a le droit de faire grève, bien sûr, mais on n'a pas le droit d'empêcher les Français d'aller au travail. Ça veut dire que vous soutenez la démarche de Bruno Retailleau ? Je soutiens absolument cette démarche. Je vais même dire, je l'ai anticipée, puisqu'il y a 5 ans, nous avions tous déposé une proposition de loi en ce sens. Dans votre livre à propos de la réforme, vous dites que la réforme, c'est un élastique. Il faut tirer sur l'élastique au maximum sans qu'il craque. C'est ce qu'est en train de faire le gouvernement ? Ce que j'explique, effectivement, c'est l'expérience de la réforme des universités. Mais si c'est appliqué à la question de la réforme des retraites ? Alors, à la question de la réforme des retraites, c'est un vrai sujet. Parce que il faut que le gouvernement clarifie ses positions. Le problème aujourd'hui, c'est que cette réforme, elle est terriblement anxiogène. Elle est terriblement anxiogène parce qu'on ne sait pas à quelle sauce le gouvernement va tous nous manger. Le problème, c'est qu'il y a un trou dans la caisse. Il y a un trou dans la caisse entre 8 et 17 milliards. Donc la question Laurent Berger dit c'est l'épaisseur du trait. Non, c'est pas vrai. La question fondamentale, elle est là. C'est est-ce que nous sommes sûrs, à la fin de cette réforme, d'avoir nos droits à la retraite qui ne baisseront pas. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est clarifier la position du gouvernement, dire la vérité aux Français, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler plus longtemps et comment est-ce qu'on fait avec les métiers pénibles. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment on met fin aux inégalités, aux régimes spéciaux qui... D'ici au 5 décembre, tout ça est possible pour éviter ce bras de fer ? Vous le souhaitez, vous le demandez ? D'abord, je demande au gouvernement de tout faire pour éviter le blocage du pays. Je ne soutiendrai évidemment pas le blocage du pays, mais je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit faire des gestes, doit abattre ses cartes, doit clarifier les choses. J'ai une dernière question très rapide. Il paraît que vous avez un deal, un contrat, en tout cas vous avez fait une proposition à Rachida Dati pour les municipales. Est-ce que vous allez soutenir la candidature de Rachida Dati aux prochaines municipales à Paris ? Alors, c'est simple, j'ai tendu la main à Rachida Dati. Je ne pense pas que la droite puisse gagner à Paris sans s'élargir. Il faut élargir la droite. Elle ne vous a pas répondu, c'était la question. À ce stade, nous n'avons aucun accord. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'est à vous Laurent. Merci Caroline, bonne journée à vous mesdames. Dans 5 minutes, Isabelle Martinet nous rejoindra pour nous apporter un petit peu de douceur dans ce monde de brut avec des peluches. Mais attention, des peluches made in France, ça sera juste après la pause.